D'abord, tu entends le chiffre et tu n'y crois pas. 403 millions d'euros. Ensuite, tu découvres que ce montant est d'abord sorti des caisses liées à l'État, avant d'être, des années plus tard, en grande partie rattrapé par la justice. Et l'histoire prend l'allure d'un roman noir institutionnel. Ce qui se joue là ne concerne pas seulement un litige privé. C'est un test de confiance pour la chose publique française. Peut-on déplacer un contentieux ancien, né de la revente d'Adidas au milieu des années 90, hors des tribunaux ordinaires, vers un arbitrage privé sans faire vaciller l'idée d'égalité des armes? Dans le décor, on trouve un établissement bancaire jadis sauvé par l'État, Crédit Lyonnais, dont le passif est parqué dans une structure publique de cantonnement, le consortium de réalisation. En face, un entrepreneur devenu personnage médiatique, Bernard Tapie, persuadé d'avoir été spolié. Quand la procédure ordinaire patine depuis trop longtemps, la tentation est grande de tourner la page. Mais dès qu'entre en scène l'argent public, la confidentialité d'un tribunal ad hoc et des liens personnels mal cartographiés, la moindre défaillance de gouvernance peut se transformer en séisme. Les protagonistes se répartissent en 3 cercles. Au premier plan, Bernard Tapie, chef d'entreprise et ancien ministre, ses sociétés et plus tard, ses liquidateurs. Côté public, le CDR, véhicule chargé de solder les décombres de Crédit Lyonnais, avec derrière lui l'Agence des participations de l'État et les décideurs de Bercy selon les alternances. Autour d'eux, le tribunal arbitral, 3 arbitres choisis pour trancher un litige tentaculaire, dont l'un deviendra le nœud d'un soupçon de partialité. Au-dessus, l'architecture judiciaire française, les juridictions civiles, tribunal, cour d'appel, cour de cassation, pour dire le droit du contrat et du procès. La juridiction pénale pour sonder l'hypothèse d'une escroquerie à l'arbitrage, et la Cour de justice de la République pour juger, le cas échéant, la conduite d'une ministre dans l'exercice de ses fonctions. Chacun avance avec une rationalité propre. Obtenir réparation, sécuriser les finances publiques, pacifier un dossier, protéger la crédibilité du système. La chronologie, elle, remonte aux années 90. Après la revente d'Adidas, le camp Tapie soutient que Crédit Lyonnais a orchestré un montage l'ayant privé d'une plus-value légitime. Le litige serpente pendant plus d'une décennie, entre décision et renvoi. En 2007, un virage. Les parties conviennent d'un arbitrage privé pour en finir. En 2008, la sentence tombe et stupéfie. Elle accorde une indemnisation globale massive, dont un préjudice moral inhabituel par son ampleur. Les fonds sont versés, le dossier semble refermé, en apparence. Très vite, des voix s'élèvent pour contester la sentence et surtout, la composition du tribunal. La question n'est plus seulement combien, mais comment. En 2013, la juridiction civile annule l'arbitrage pour fraude, ouvrant la voie à la restitution. L'instruction pénale, de son côté, explore la thèse d'une escroquerie à la sentence arbitrale. Entre 2016 et 2021, plusieurs étapes judiciaires majeures jalonnent l'affaire. La Cour de justice de la République sanctionne la négligence d'une ministre de l'économie, sans peine. Un premier jugement correctionnel relaxe des prévenus avant que la Cour d'appel ne prononce en 2021 des condamnations. En 2023, la Cour de cassation valide l'essentiel du dispositif, tout en censurant certains points. À l'arrivée, l'architecture principale est fixée. L'arbitrage voulu pour clore a, paradoxalement, rallumé le brasier. Reste à comprendre la mécanique intime de ce basculement vers l'arbitrage. Un arbitrage ad hoc promet, sur le papier, célérité et confidentialité. 3 arbitres, des mémoires échangées, des audiences, puis une sentence qui s'impose. Mais ce mécanisme exige une condition non négociable, l'impartialité. Chaque arbitre doit déclarer ses liens, ses intérêts, ses passés professionnels et mettre à jour ses déclarations. Toute opacité, tout lien significatif non révélé, tout faisceau d'indices suggérant une proximité avec une partie peut vicier la sentence et, en droit français, justifier son annulation pour fraude. Dans ce dossier, le quoi, un préjudice moral hors gabarit, a choqué, mais c'est le comment, l'apparence de partialité et la loyauté du processus,
qui a fait s'écrouler l'édifice. Un arbitrage n'est pas un marché. Il ne s'achète pas avec la promesse d'une paix juridique. Il se mérite par une intégrité procédurale incontestable. Suivre l'argent permet d'éclairer les incitations. Pour le demandeur, l'arbitrage peut apparaître comme une voie plus prévisible. Horizon de temps raccourci, décision définitive, exposition médiatique réduite. Pour le CDR, et par ricochet pour l'État, la tentation mirorée existe. Payer aujourd'hui pour éviter un marathon judiciaire coûteux et imprévisible. Dans cette logique, la variable clé devient le coût attendito, coût total attendu. Pas seulement les euros, mais aussi la réputation administrative, la paix sociale, la charge de travail des équipes. Le problème, c'est que cette arithmétique rationnelle s'effondre si la neutralité du terrain n'est pas garantie. Ajoute à cela une ligne d'indemnisation symbolique, le préjudice moral, qui, si elle n'est pas adossée à une motivation d'une précision microchirurgicale, devient l'étendard de toutes les critiques. On l'a vu ici. Cette ligne singulière a cristallisé l'opinion, alimenté les recours et finalement accéléré l'annulation. Les contrôles administratifs, juridiques, politiques ont faibli à plusieurs étages. Administrativement, le choix entre arbitrage et poursuite contentieuse n'a pas été stress-testé par une instance indépendante dotée d'un mandat clair pour contredire la solution de facilité. Juridiquement, la gouvernance de l'arbitrage n'a pas détecté ex ante les signaux de conflit d'intérêts qui seront, ex post, jugés décisifs. Politiquement, la décision de ne pas contester immédiatement la sentence a été qualifiée de négligence par la juridiction compétente pour juger les ministres, ce qui n'est pas une faute pénale volontaire, mais révèle un défaut de prudence institutionnelle face à un risque juridique majeur. Enfin, culturellement, le réflexe « soldons, avançons » s'est heurté à la règle d'or des dossiers sensibles. Quand la procédure est fragile, la solution rapide devient le plus long des détours. Le volet répressif et contentieux raconte, en miroir, la robustesse du système quand il s'autocorrige. D'abord, l'annulation civile pour fraude en 2013, qui rétablit la hiérarchie. Pour qu'une sentence survive, sa fabrique doit être irréprochable. Ensuite, l'enquête pénale et le débat contradictoire autour de l'éventuelle escroquerie à l'arbitrage. Qualification rare, à haut seuil probatoire. Un premier jugement correctionnel prononce des relaxes. Signe que le pénal ne s'improvise pas sur la base d'un malaise public. En appel, la lecture change. Des condamnations sont prononcées en 2021, puis la Cour de cassation, en 2023, entérine l'ossature tout en corrigeant certains excès, rappelant que la rigueur de la preuve et la proportionnalité des peines demeurent cardinales. Parallèlement, la juridiction compétente pour les ministres sanctionne une négligence sans peine, ce qui nourrira le débat sur l'exception française du jugement des membres du gouvernement. Enfin, sur le terrain budgétaire, les flux retournent vers le CDR. La photographie comptable est en grande partie réparée, même si la cicatrice réputationnelle reste visible. Et les victimes, qui sont-elles ? Elles n'entrent pas au tribunal avec un badge nominatif. Ce sont les contribuables, d'abord, un décaissement massif, même temporaire. Ce sont des intérêts et des lignes budgétaires détournées d'autres priorités. Ce sont les justiciables, ensuite, dont la confiance s'effrite quand ils voient l'État s'aventurer dans des circuits de parallèles où la confidentialité et la sélection des arbitres peuvent, à tort ou à raison, faire douter de l'équité. Ce sont aussi les agents publics et les équipes de contrôle, mis en porte-à-faux entre l'impératif d'efficacité et la rigueur procédurale. Enfin, c'est l'image internationale de la place française. Un arbitrage à la française, perçu comme poreux à la politique, même si la formule est exagérée, laisse une trace qui ne s'efface pas d'un coup de communiqué. Que retenir, concrètement, pour ne pas rejouer la même scène ? Premièrement, sanctuariser l'indépendance des arbitres. Pas seulement par une déclaration initiale, mais par un dispositif vivant. Cartographie des liens, mise à jour périodique, contrôle externe avant la nomination, possibilité pour chaque partie d'interroger ces liens sans être soupçonné d'obstruction. Deuxièmement, instituer une Red Team dans tout dossier où l'argent public est exposé. Des juristes mandatés pour contester la solution apparente, produire un avis écrit sur la soutenabilité de la sentence envisagée, quantifier le risque de réputation et le risque d'annulation. Troisièmement,
Encadrer les indemnités symboliques, comme le préjudice moral, par une motivation surabondante avec des comparaisons jurisprudentielles et une méthodologie de chiffrage opposable, faute de quoi elles deviennent le talon d'Achille de la sentence. Quatrièmement, prévoir la translation automatique vers le pénal en cas de vice grave, découvert après coup, gouvernance documentaire, traçabilité des choix, journal des décisions. Cinquièmement, communiquer sans triomphalisme. Dans un dossier sensible, la discrétion ne signifie pas l'opacité. Elle suppose une pédagogie minimale pour éviter que la rumeur n'écrive l'histoire à la place des décisions. Au fond, cette affaire rappelle une règle simple et exigeante. Quand la puissance publique accepte de jouer sur un terrain privé, elle doit y importer la même éthique que dans une salle d'audience. Un arbitrage n'est pas un raccourci légal. C'est un autre chemin, praticable seulement si le balisage est impeccable. Ce que l'on gagne en mois, on peut le perdre en crédibilité. Et la crédibilité, une fois entamée, coûte plus cher à réparer que n'importe quelle ligne d'indemnité. Si ce décryptage t'a été utile, envoie-le à quelqu'un qui suit les coulisses de l'argent public et abonne-toi pour les prochains chapitres. Sans sensationnalisme, mais avec la volonté de comprendre ce qui se passe vraiment quand procédure et intérêt s'entrecroisent.